Bonjour à toutes et à tous. On va encore patienter quelques instants pendant que les derniers participants se connectent. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. En fait, il y a du répondant, on ne va pas te laisser seul. Je vois que les personnes commencent à se connecter tranquillement. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer. On vous a préparé un petit sondage, donc vous pouvez y répondre. Il y en aura deux, sans vous spoiler. Vous en aurez aussi également un dernier qui répondra et qui récoltera donc vos avis par rapport à la thématique du jour. Pourquoi l'évaluation digitale des langues doit devenir un incontournable de vos stratégies de recrutement. Pour tout ce qui est questions, je vous invite à utiliser le chat. Pour le coup, donc on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire et des présentations dans un échange de Q&A. De toute façon, je pense que aussi par les différentes questions que vous allez peut-être poser, on y apportera déjà une réponse par rapport à cette présentation. Merci encore à Parlons RH de nous avoir permis d'organiser ce webinaire sur les tests de langue. Et on a gardé, en tout cas j'espère, le meilleur pour la fin. J'ai envie de commencer. Depuis quelques années, vous, en tant que recruteur, vous rencontrez déjà les grandes problématiques dans le domaine de recrutement. Je pense que vous en avez parlé également beaucoup par rapport à ces séminaires, marque employeur, attractivité RH, marché pénurique, et comment il est souvent difficile de recruter les meilleurs talents. Là, le défi devient encore parfois plus complexe lorsqu'il s'agit d'évaluer les compétences linguistiques des candidats pour des postes qui le demandent dans un marché tendu et de plus en plus internationalisé. Du côté employeur, l'impératif est souvent double. Il faut à la fois évaluer les candidats de manière plus rapide, de manière plus efficace, avec une certaine automatisation des tâches. Et du côté candidat, le mot d'ordre est souvent la transparence. Je garde souvent l'idée que 60% des candidats souhaitent avoir de plus en plus de transparence sur les étapes de recrutement et seulement 20% des entreprises communiquent dessus. Et face à ces enjeux, les tests de langue deviennent de plus en plus une réelle alternative qui remplace les méthodes de plus en plus classiques, le fameux Do you speak English pendant les entretiens, excusez-moi pour l'accent, qui sont de plus en plus déstabilisants et qui peuvent faire perdre le candidat. Donc, on avait vraiment un intérêt à monter ce webinaire et partager avec vous les retours de nos différents partenaires et de vous montrer comment les outils, comment les tests peuvent devenir un outil essentiel dans les stratégies de recrutement. Pour commencer, je voudrais bien faire un tour de table pour vous présenter donc les différentes intervenantes. Clotilde, je peux te passer la main? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Clotilde Lebden, je travaille chez Book Construction en tant que chef de projet recrutement marque employeur. En fait, j'interviens sur les process et les outils de recrutement de toutes les équipes RH du groupe Book Construction. Et avant, j'ai une expérience d'une dizaine d'années en tant que chargée de recrutement directement auprès des candidats. Jordana, je te laisse te présenter. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Global Talent Acquisition Director chez Linksense. J'ai rejoint cette société il y a moins d'un an. Auparavant, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans la gestion de Talent Acquisition au global dans la pharma. Et pour vous présenter rapidement Linksense, nom peu connu, on en parlera, ça fait partie des problématiques. On est une société classée dans l'électronique et on est plutôt équipementier, donc en B2B, bien en amont de la chaîne. Et on est à peu près 3500 personnes sur 7 pays, principalement en Asie. Merci à vous deux. Donc moi, c'est Mathieu. Je suis account exécutif chez GoFluent. J'accompagne le déploiement de nos tests de langue pour le recrutement chez nos partenaires. Je travaille dans l'éducation depuis 5 ans. Je suis un passionné par les langues. Puis, pour vous situer un petit peu GoFluent, depuis 20 ans, on est un organisme de formation qui propose des formations en ligne tournées vers le B2B afin de renforcer les compétences linguistiques des collaborateurs dans plus de 100 pays. Et pour nous, depuis les nouvelles problématiques, il était logique maintenant désormais d'accompagner les équipes talent
dans le recrutement, tant au niveau global que local, avec nos tests de langue. On se positionne maintenant comme une entreprise qui est capable de travailler sur les deux volets, les deux silos, la formation et le recrutement, et on s'intègre parfaitement aux outils SRH que vous connaissez, type LMS et ATS. Donc voilà pour notre présentation. Je vous propose... Ah, petit problème technique, les joies du direct. Tap. Donc de passer sur cette slide, je voudrais, avant de rentrer un peu plus en détail sur les évaluations linguistiques, on souhaitait un peu fixer le décor et le contexte des différents de Bouygues et de Bouygues Construction et Lixense. Clotilde, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur les enjeux auxquels tu es confronté avec tes équipes talent chez Bouygues Construction? Alors, nous, il faut savoir qu'on est sur des métiers en tension dans la construction. Ce sont des métiers qui ont toujours été en tension, finalement, c'est historique, ça fait partie un peu de l'ADN du monde de la construction. Mais là, c'est effectivement, avec le contexte actuel, c'est encore plus prégnant. Donc, on a une difficulté de pénurie de candidats. On a aussi, depuis peu, on peut avoir un défaut d'attractivité, bien que le nom Bouygues Construction soit assez connu. C'est un grand groupe assez stable, mais ce côté grand groupe stable, c'est plus forcément aussi attractif que ça a pu l'être il y a plusieurs années. Ça le reste pour certains candidats, mais pas pour tous. Après, on est sur des métiers aussi en plein renouvellement. C'est des métiers qui évoluent beaucoup. Les méthodes, la façon de faire, on a la digitalisation, l'internationalisation qui est très importante dans nos métiers, qui n'était pas forcément le cas pour les anciennes générations. Et puis après, ça, c'est un enjeu interne, je dirais, dans notre organisation. En plus de tout ce contexte externe, on fonctionne, nous, avec des équipes RH très décentralisées. Donc, on a des entités un petit peu partout en France et dans le monde. Chaque entité a son équipe RH, ses responsables RH qui font aussi du recrutement, qui ont un périmètre sur lequel ils ont une responsabilité très large au niveau RH. Et en plus de ça, ils font le recrutement sur ces équipes. Donc, on a très peu d'équipes de recrutement dédiées, ce qui veut dire que nos RH sur le recrutement, ils ont très peu de temps à y consacrer. Donc, il faut qu'on ait des outils qui soient efficaces, qui leur fassent gagner du temps au maximum. Et en plus, c'est pas forcément donc la partie RH avec laquelle ils sont toujours le plus à l'aise. Donc, il faut aussi qu'on les accompagne, qu'on les forme sur les sujets de recrutement. Ok. Mais merci beaucoup pour ce retour, Clotilde. Et toi, Jordana, on avait discuté aussi par rapport à la préparation pour le coup de cet événement. Toi, tu es plutôt dans un contexte d'hypercroissance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus les spécificités sur tes structures RH? Oui, c'est ça. Alors, hypercroissance, on croise un petit peu les sujets aussi avec Clotilde, mais donc nous, on est un équipementier, on a une quarantaine d'années, on a fonctionné pendant des années dans un environnement très niche, sur des profils très précis, des profils d'ingénierie dans l'électronique. Aujourd'hui, l'environnement niche s'épuise et on cherche la diversité, puisque l'environnement consanguin qu'on connaît était satisfaisant et rassurant au début. L'environnement change, les candidats changent, les expectations en interne changent aussi. Désolée, je fais anglicisme, bien indépendant de ma volonté. C'est vendredi. Et du coup, en cherchant cette diversité, on doit du coup aller sur un pool de candidats qu'on connaît un petit peu moins, et donc les attirer avec, à l'inverse de Bouygues, un nom inconnu au bataillon, puisqu'on en B2B, on ne touche pas le C, enfin le B2C. Donc attirer nos candidats dans un environnement, pas par une marque, mais par une expérience collaborateur, par une expérience candidat. Et aujourd'hui, voilà, la marque employeur est un grand mot dans lequel on peut mettre énormément de choses, mais on n'est plus sur une marque manager et une marque environnement qu'une marque purement employeur. Donc le challenge aujourd'hui, c'est de nous faire connaître à l'externe et de communiquer plus là-dessus. Dans ce contexte de croissance, de renouvellement aussi des compétences en interne, donc de fort volume de recrutement. L'autre challenge, le challenge du coup identique mais à l'interne, c'est justement de sortir de ce circuit court de marché de niche. C'est que c'était facile d'aller chez les concurrents, les entreprises dont on venait avant, contacter les réseaux d'alumni, etc. Donc ça nécessite aussi de notre côté un management du changement, un management de transition en interne pour expliquer aux managers comment aborder ces candidats qui ne viennent plus du même pool qu'ils connaissaient.
Donc, on doit les rassurer humainement, mais aussi techniquement. Donc, d'où les assessments. Okay. Merci pour cet éclairage et puis cette manière de fixer le décor et d'expliquer vos différentes problématiques dans le recrutement. Ça nous permet de passer sur la slide suivante et d'évoquer plus vos réflexions concernant l'intégration des tests, comment ça a pu mourir de votre côté recrutement et aussi de manière assez interne. Quelles ont été, toi, Clotilde, tes réflexions sur ce sujet et comment vous êtes amené à imaginer d'intégrer les tests de langue dans vos processus de recrutement? De notre côté, chez Bouygues Construction, il y a eu, on va dire, 2 facettes dans cette réflexion. La première, c'est qu'on a une entreprise de plus en plus internationale. En fait, nous, on a 60% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. Donc, des filiales à l'étranger, on en a depuis longtemps. Seulement, jusqu'à il y a peu de temps, c'était très siloté. Donc, il n'y avait pas forcément de partage ou même peu de mobilité possible ou de travail en commun sur certains sujets. C'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, il y a énormément de sujets qui sont traités en centrale. Il y a de plus en plus de passerelles entre nos filiales. Donc, ça nécessite d'avoir de plus en plus de profils anglophones, notamment anglophones. Il y a d'autres langues aussi qui sont intéressantes. Ça, c'est vraiment d'un point de vue de stratégie d'entreprise. Il y a une politique de groupe très ambitieuse pour qu'on devienne une vraie multinationale et non plus une entreprise française qui a des filiales à l'étranger un petit peu indépendantes. Donc ça, c'est la première réflexion. C'est qu'on se retrouvait avec une nécessité d'avoir des candidats qui parlent anglais, qui parlent d'autres langues, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et le deuxième pan, c'est vraiment là sur nos équipes RH, c'est de professionnaliser le recrutement. C'est une réflexion qu'on a vraiment de notre côté pour apporter vraiment des outils et encore une fois des process qui soient structurés à nos RH. Donc là, effectivement, ça fait partie de cette professionnalisation, d'avoir un test de langue rigoureux et non pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de tester un petit peu l'anglais sur un coin de table en passant en anglais dans un entretien, ce qui n'est pas forcément très bien perçu par le candidat et difficile d'évaluation. Les recruteurs, les RH ne sont pas tous à l'aise en plus pour évaluer cette compétence. Eux-mêmes n'ont pas forcément un niveau courant ou en tout cas pas un niveau suffisant pour évaluer un candidat. Et du coup, parfois, on faisait confiance au candidat, ce qui n'est pas une approche très professionnelle non plus. On peut avoir des surprises. Ou alors, c'est le manager opérationnel qui, en général, il passe en dernier entretien, qui testait le niveau d'anglais, ce qui est un peu dommage de perdre finalement du temps pour tout le monde et se rendre compte que le niveau d'anglais n'est pas suffisant. Donc, on était toujours sur un petit flou sur l'évaluation du niveau de langue. Et dans cette démarche-là, on a décidé de se poser la question comment on peut apporter un outil qui serve à la fois au candidat, qui aura un test de langue rigoureux avec un état des lieux précis sur son niveau, et à la fois qui serve aussi aux équipes RH. Donc, quand tu parles de professionnalisation, tu as eu des échanges aussi avec tes équipes recruteurs et qu'ils n'étaient pas forcément tout le temps à l'aise de passer des entretiens par rapport à ce que... Exactement. Donc, souvent, ils passaient la main au manager pour le faire ou alors ils faisaient confiance au candidat. Donc, c'est une approche qui n'est pas forcément au niveau qu'on attendait sur un enjeu comme le niveau d'anglais. D'accord. Ok. Et toi, Jordana, quelles ont été tes réflexions? Alors, il y a une partie commune encore avec Clotilde dans le sens silotage. Je pense que c'est propre à chaque entreprise, on trouvera toujours un silo quelque part. On est une société donc, française, mais qui a 80% de sa population à l'international et notamment en Asie. Donc, on a de base quand même beaucoup plus d'anglophones que de francophones. Donc, de base, on a dû trouver une langue commune pour échanger. Mais jusqu'à il y a peu, on était très silotés par pays. Donc, chaque pays s'autosuffisait avec son niveau de langage. Avec ce contexte d'hypercroissance et d'évolution et de cassage de silos, on essaye justement de centraliser un petit peu les communications, les manières de faire, et notamment le recrutement, puisque comme chez Bouygues, jusqu'à il y a peu, c'était les RH en local qui géraient les recrutements sur site. Ma création de poste n'est arrivée qu'en janvier, donc on essaye justement de centraliser les manières de faire, et notamment les manières d'évaluer les candidats pour apporter plus d'objectivité. Donc, j'aime bien dire qu'on essaye d'objectiver le subjectif
et de moins faire confiance aux candidats, de moins faire confiance aux managers. Et alors, ce n'est pas un manque de confiance, c'est simplement pour professionnaliser l'évaluation et ne pas compter sur un niveau de langue peut-être un peu approximatif dans un pays. Okay. On avait échangé aussi sur quand on avait mis en place les tests au sein de LeakSense. Tu pourrais nous illustrer un petit peu plus ce propos avec comment tu as travaillé pour mettre des niveaux cibles par rapport aux candidats et par rapport au niveau requis, et que ça ne bloque pas tes recrutements et que tu arrives à identifier les bons candidats avec les bonnes compétences. Mais quand tu repères que le candidat n'a pas forcément le niveau requis, on continue quand même les processus de recrutement chez vous? Oui, c'est ça. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que je pourrais m'étaler pendant des heures. L'idée, c'est d'aligner le niveau en interne et par là aussi de donner les mêmes chances et d'expliquer de manière, je pense que j'anticipe un peu la suite, mais de manière plus transparente les mobilités internes. Parce qu'on a des équipes globales et manufacturing en Chine, à Singapour, en Inde. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un va plus rapidement ou plus normalement évoluer que d'autres, pouvoir passer sur un autre pays, sur un poste global? Au-delà des hard skills, c'est évidemment le niveau d'anglais et sa capacité à communiquer avec les autres pays et les autres sites. Donc, on a d'abord implémenté avec toi, Mathieu, la partie évaluation en interne, évaluation et développement des langues. Et puis, on s'est très vite dit qu'il ne s'agit pas que de développer l'interne, il s'agit aussi de maîtriser l'acquisition des compétences et l'acquisition des talents. Donc, on a essayé de lier un petit peu ça en jonglant aussi avec les niveaux de marché et les demandes locales, puisqu'on sait que le marché se tend. Donc, il ne s'agit pas que d'avoir des attentes et des hautes attentes de niveau. Il s'agit aussi de se dire, bon, le marché est comme ça, on préfère acquérir une compétence qui est moyenne, mais le savoir, et savoir comment le développer en interne. Donc, on s'est en effet mis des targets de niveau à 3, 4, 5 ans, suivant les postes globaux, locaux et suivant les besoins business. Et on a mis un minimum, on s'est mis à l'inverse un minimum acceptable pour un poste, pour un candidat en entrée sur un poste avec une marge d'évolution pour arriver à la target. Merci pour ce retour, Jordana. Avec toi, Clotilde, on avait beaucoup échangé, tu sais, sur l'objectif de transparence pour les candidats, particulièrement pour la nouvelle génération Z et même la génération Y, mais symptomatique de la génération Z. Est-ce que tu pourrais nous illustrer un petit peu ce propos? Oui, effectivement, parce que la question s'est posée de se dire, est-ce qu'un test de langue va, entre guillemets, rallonger le processus de recrutement? Donc, ça peut paraître comme une étape supplémentaire, et ce qui peut ne pas convenir à une génération qui a envie d'aller très vite et de process de recrutement rapide. Donc, nous, voilà, on s'est fixé en fait un objectif de transparence, en se disant que si le process est bien cadré dès le début et qu'on arrive à communiquer aux candidats sur ce qui va se passer dans tout son processus de recrutement, finalement, c'est acceptable et entendable par un candidat. Et ce qu'on fait en fait le plus souvent, c'est que le test de langue intervient entre l'entretien recruteur et entre l'entretien recruteur et l'entretien manager. Ça veut dire que l'entretien manager est déjà programmé. On en fait rarement un élément, je dirais, rédhibitoire en disant, bah voilà, vous allez passer le test et si le niveau n'est pas attendu, vous ne passez pas à l'étape suivante. L'entretien avec le manager est d'ores et déjà programmé. Simplement, d'ici là, est-ce que vous pouvez prendre ce temps-là pour passer le test d'anglais, et comme ça, vous le faites à votre convenance. Donc, c'est vrai que finalement, si on l'amène de cette façon, qu'on explique bien la démarche auprès du candidat, c'est pas ressenti comme une lourdeur dans le processus de recrutement. Okay. Comme le fameux test de fin d'école. En tout cas, ça, c'est bien intégré par rapport à ça. Vous avez beaucoup parlé de réorganisation, de silotage, d'avoir une stratégie plus globale plutôt qu'une stratégie locale. Comment vous arrivez à évangéliser en interne par rapport à l'adoption de ces tests et l'intégration des tests de langue? Est-ce que Clotilde, tu pourrais en parler un peu plus de ce sujet? Alors déjà, il faut savoir que nous, on n'a pas imposé le test de langue. Moi, voilà, c'est un outil qui est à leur disposition. Si certains se sentent toujours à l'aise ou quand ils veulent
continuer à évaluer le candidat à l'oral, c'est quand même possible pour eux de le faire. C'est vraiment un outil qu'on propose en complément pour les aider à affiner leur recrutement, peut-être se sentir aussi plus légitime dans leur décision de recrutement. Voilà. Après, c'est vrai que encore une fois, comme on est sur des populations RH généralistes qui ont énormément de sujets sous leur casquette, il est nécessaire de faire des rappels, tout simplement, de rappeler les solutions qui sont disponibles, et c'est valable pour les tests d'évaluation linguistique comme pour d'autres outils de recrutement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas toute la journée dans les sujets de recrutement, même pas toutes les semaines. Il peut arriver qu'ils soient sur certaines périodes tout autre sujet. Donc voilà, on fait en fait des sessions régulièrement où on rappelle voilà les outils qui sont à votre disposition, et on encourage effectivement les bonnes pratiques. Okay. Merci. Et toi, Jordana, de ton côté? Alors, nous, on a eu une réflexion, alors on a pas mal échangé sur l'implémentation et la manière de l'implémenter. Donc, en effet, de manière obligatoire, non obligatoire pour tous les postes, pour tout type de contrat, etc. Et finalement, on s'est positionné sur un niveau intermédiaire de poste. Donc, pour être transparente, j'avais d'abord pensé le faire sur des très hauts niveaux de poste pour vérifier que nos leaders aient le niveau attendu. On a très vite fait marche arrière, puisque on s'est rendu compte que il y avait aussi l'acceptation pour le candidat, de se dire est-ce que j'accepte d'être évalué d'un test de langue, c'est peut-être aussi un manque de confiance qu'on me fait, etc. Donc, étant une population, considérant cette population de leaders plutôt comme une population qu'on appelait l'autre VIP, on a décidé de ne pas les froisser. Et sachant que de toute façon, ils rentraient, dans le process de recrutement, ils rencontraient des HR VP complètement anglophones, enfin pas du tout francophones, à l'inverse, c'est complètement natif anglais. On s'était dit qu'on faisait confiance à nos RH en interne là-dessus. On a repositionné les tests de langue sur plutôt un mid-level pour des positions globales. Donc, c'est des managers, managers intermédiaires, managers seniors, pour des postes globaux et de manière non obligatoire, tout comme Bouygues. Et en termes de critères, d'arguments d'acceptation par nos ORH en interne, qui d'ailleurs au départ avaient beaucoup de barrières, pensant que ça allait rajouter une étape, qu'on allait perdre les candidats, etc. On l'a positionné également de manière non obligatoire, aussi en sous-marin, en parallèle d'autres étapes, non discriminantes. Donc, on ne va pas refuser un candidat suivant son niveau d'anglais. Et on le positionne plus sur une bannière d'équité, de se dire, encore une fois, objectiver le subjectif. Donc, tous les candidats, peu importe leur origine et leur niveau d'anglais, pas leur niveau d'anglais, mais leur expérience de pratique d'anglais, qu'ils aient vécu dans un pays ou qu'ils l'aient appris à l'école, etc., qu'ils soient évalués par un RH en Chine ou à Singapour ou en France, seront évalués de manière pragmatique et objective. Donc, c'est plutôt la bannière équité. Vous voyez, il y a pas mal de réflexions qui ressortent de ces échanges dans l'intégration des tests de langue. Il y a une manière de centraliser les choses, il y a une moyen d'accélérer les processus de recrutement, il y a aussi une manière d'optimiser parfois les coûts et également de les rendre beaucoup plus transparents dans un contexte où les candidats demandent de plus en plus, sont de plus en plus exigeants sur ce domaine-là, et pour tout simplement ne pas les bloquer dans le recrutement et surtout attirer de plus en plus ces candidats sur les postes que vous recherchez et sur des compétences qui sont très importantes, en tout cas qui est l'anglais sur les postes sur lesquels on postule. Ça me permet de rebondir sur cette prochaine slide, sur les avantages, et pouvoir échanger sur votre retour d'expérience par rapport à ces tests de langue. Est-ce que Clotilde, tu pourrais, même si on a un petit peu évoqué ça sur la slide avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu utilises les tests chez toi, chez Bouygues Construction? Oui, alors nous, initialement, on avait lancé les tests de langue vraiment pour les recrutements externes. Et en fait, au fur et à mesure, on l'a déployé aussi dans d'autres cas pour de la mobilité interne. Donc, soit parce qu'on a un candidat qui postule en interne à un autre poste, soit même plus en amont, des candidats internes, en tout cas qui demandent à réfléchir avec leur RH à leur parcours professionnel, qui sont vraiment dans une réflexion sur leur parcours, qui bénéficient de ce test pour pouvoir s'aider à
savoir vers quel poste, quel domaine, vers quoi ils pourraient s'orienter pour la suite de leur carrière. Donc ça fait partie aussi d'une réflexion sur la mobilité interne qui est assez intéressante. Donc nous effectivement on utilise comme je le disais sur une étape non obligatoire et surtout on insiste sur le fait que voilà, vous passez quand vous le souhaitez, vous mettez dans des bonnes conditions. On sait que ça peut être un niveau de stress aussi assez important pour un candidat de passer ce genre de test de langue. Donc voilà, on dit ce ne sera pas fait pendant l'entretien, ce ne sera pas fait dans nos locaux. Si vous venez en entretien ici, faites-le de chez vous au moment où vous vous sentez disponible pour le faire. Donc ça, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a mis en place. Après, voilà, sur la question du slide qui évoque les avantages, nous, c'est vraiment de se dire que voilà, on est transparent avec les candidats. Le niveau est évalué, comme l'a dit Jordana, de façon objective. Et puis, ils repartent aussi avec une attestation d'un niveau de langue qui peut leur servir aussi, même si on ne les recrute pas, dans la suite de leur parcours de candidat. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent témoigner ils ont été évalués au niveau B1, B2 ou autre. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut mettre en avant et sur lequel on peut s'appuyer aussi pour faire passer le message que ce test est nécessaire dans le process. Donc toi, tu l'utilises bien en mobilité interne pour faire une cartographie niveau, en fait, c'est ce que tu évoquais. Oui, pour réfléchir en fait sur la mobilité interne, ça sert pour réfléchir un petit peu aux orientations possibles pour nos salariés qui sont en réflexion sur leur parcours. Okay. Et toi, Jordana, quelle est ton approche du pour et contre dans les tests par rapport, parce que la solution est neuve chez toi, donc quel a été les avantages et bénéfices que tu en trouves par rapport à ces tests de langue? Alors, je vais commencer par les contre, puisque c'est plus simple de finir sur les pour, enfin c'est plus sympa. Les contre, alors j'ai vu des levées de barrières chez les RH, chez certains recruteurs, parce qu'ils voyaient ça avant de comprendre que c'était vraiment une étape. En suivant le positionnement, ça aurait pu être une étape supplémentaire pour le candidat. Ils avaient peur de perdre le candidat dans un marché très rapide, de se dire que le candidat n'avait pas envie de passer des tests. On a mis du temps à lever ces barrières alors c'est un peu de marketing, mais on a mis du temps à trouver le pourquoi c'était intéressant, etc. Et le premier avantage pour moi, qui suis clairement bleu dans les tests de couleur, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais moi c'est la data, l'Excel, l'analytique, le pragmatique. C'est ça qui m'intéresse, pas que, mais voilà, c'est ça qui me motive au quotidien. Et là, clairement, avoir une évaluation, encore une fois, objective et claire, et pouvoir aider à l'évaluation humaine, puisqu'on est dans les RH, on ne sera jamais des robots, on ne pourra jamais complètement expliquer pourquoi on recrute, etc. Donc, gérer un maximum de critères est important pour après laisser plus de subjectivité et de place aux soft skills et à l'humain. Donc, lever certains doutes. Donc, moi, clairement, c'est la data. Et est-ce que tu as une approche coût, parce que ça fait partie d'un KPI de recrutement? Quelle a été ton approche par rapport à ce KPI bien précis financier? Complètement, puisque le recrutement est souvent une fonction challengée sur son utilité. Est-ce que ça va être externalisé? Est-ce que les RH ne peuvent pas le faire? Est-ce qu'on a besoin de recruteurs, etc. Donc, ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier, qu'on doit toujours expliquer pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on apporte dans une compagnie, et qu'on doit expliquer notre valeur ajoutée aussi en termes de coût. Donc, calculer un coût effectif d'un recrutement, c'est aussi pouvoir montrer le coût d'un mauvais recrutement. Donc on sait, alors il y a plusieurs études différentes qui traînent sur le marché, mais en gros, on peut estimer qu'un échec de recrutement peut monter à 5 fois le salaire annuel d'un candidat. Alors il y a tout et n'importe quoi dans ce coût. Il y a le coût, l'impact moral sur les équipes qui doivent combler les trous, il y a le temps perdu à le former, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais bon, ça coûte cher de faire un échec de recrutement. Donc on a mis dans la balance du ROI de l'assessment, de se dire il vaut mieux ajouter un assessment rapide et pratique à un coût très très abordable, plutôt que de prendre le risque d'avoir un impact de 5 fois un salaire annuel sur une équipe. Okay. Et ça, c'est une notion qui est facile, qui est évangélisable en interne.
En étant bleu, c'est plus simple parce qu'on on maîtrise la donnée. Mais non, oui, ça dépend ce qu'on met. Les job boards ont un coût, la masse salariale des recruteurs ont un coût, etc. Mais c'est vrai que les managers et le business ne voient pas justement l'impact sur leurs équipes en termes de coûts. Ils voient l'impact d'un salaire de recruteur, d'un coût de job board, mais ils n'imaginent pas l'impact financier qu'a un trou dans leurs équipes sur leur vente, sur leurs équipes, sur leurs stakeholders, etc. Okay. Et également les coûts indirects qui sont reliés en fait au recrutement, avec le coût horaire d'un manager qui va faire passer des tests de langue, comme tu l'évoquais aussi, Clotilde. Ça, c'est aussi des paramètres qui sont, à mon avis, parfois difficilement évangélisables et en fait pas forcément dans la notion de tous les personnes qui au sein d'une entreprise, pour le coup. Pour toi, Clotilde, pourquoi il est important de garder une évaluation humaine, parce qu'on avait évoqué ce sujet ensemble. Qu'est-ce qui est pour toi important par rapport à ça? C'est vrai que c'est vrai que il y a pas mal de moyens aussi d'évaluer le niveau d'anglais, mais aujourd'hui la plupart des tests sont des tests entièrement sous format QCM. Là, l'intérêt de ces tests qu'on a souscrits, c'est qu'il y a une partie d'expression orale. Et c'est vrai que c'est très différent, finalement, de tester le niveau à l'écrit que de tester le niveau d'expression orale. C'est vraiment là où on remarque un décalage avec des personnes qui, scolairement, finalement, ont plutôt un bon niveau d'anglais, mais ont vraiment des difficultés dans l'opérationnel, surtout dans la vie de tous les jours au travail, à l'utiliser. Parce qu'ils ont une appréhension, parce que voilà, ils ont un blocage. Ça, c'est très courant. Donc finalement, nous, on avait à cœur que sur ces tests-là, on ait également une partie d'expression orale qui puisse m'être mis en relation avec le niveau à l'écrit. Et on le constate très clairement voilà, dans la vie de tous les jours. Nous, on a un DRH ici qui a un niveau de responsabilité très important et donc il y a beaucoup de contacts avec nos filiales à l'étranger qui est très souvent en déplacement. Son niveau d'anglais de façon grammaticale n'est pas bon, mais il n'a aucun problème à comprendre et à s'exprimer et il se fait comprendre. Et nous, voilà, c'est ce niveau d'opérationnalité, je ne sais pas si le mot existe, dont on a besoin. Donc, effectivement, on préfère que le niveau à l'écrit soit un petit peu en dessous, mais que la personne soit vraiment plus à l'aise à l'oral. C'est vraiment plus important pour nous. À l'écrit, on sait aussi qu'on a des solutions pour se faire corriger, qui sont quand même de plus en plus performantes. En tout cas, on peut se faire aider à l'oral quand il faut décrocher son téléphone ou qu'il faut partir en réunion ou intervenir dans un séminaire. Là, on n'a pas de ChatGPT pour nous aider. Donc, on avait vraiment à cœur qu'il y ait une partie d'évaluation sur l'expression orale dans ces tests-là. C'était la valeur ajoutée aussi qu'on a vendue auprès de nos RH quand on l'a mis en place. Ok. Merci pour ce retour. Ça nous permet d'arriver tranquillement vers une sorte de conclusion et de répondre à la question du jour. Pourquoi l'évaluation digitale des langues est devenue un incontournable de votre stratégie de recrutement et sera un incontournable, en tout cas j'espère, dans votre stratégie de recrutement. Est-ce que vous pourrez commencer par toi, Jordana, peut-être donner vos trois points principaux sur l'évaluation digitale et quelles sont les choses qui vous apportent le plus par rapport à vos nouvelles stratégies de recrutement? Alors pour essayer de synthétiser, je dirais que le premier point, c'est le côté automatisé et professionnalisé. Donc un outil standard identique pour tout le monde. Le deuxième point serait en effet le côté coût, enfin impact coût, sur la limitation de risque d'un plus gros coût avec un échec de recrutement. Et le troisième point, je dirais, mettre en succès le candidat, dans le sens où on est dans un environnement chez Linsense 80% anglophone, comme je l'ai déjà dit. L'anglais est presque une hard skills chez nous. C'est que quelqu'un qui n'aurait pas le bon niveau anglais ou à l'écrit ou à l'oral, pourrait s'en sortir sur quelques semaines, mais serait très vite en difficulté. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de recruter en se disant ça va passer, et qu'on voit un candidat en stress ou en désarroi au bout de quelques semaines. Donc c'est de mettre à l'aise le manager, de sécuriser le business et de mettre à l'aise le candidat. Si je peux être synthétique. Merci. Et toi, Clotilde, quels seraient tes 3 points, s'il te plaît?
Alors moi, c'est vrai que j'en ai en tout cas 2 qui me viennent tout de suite, en tête, déjà. C'est que alors nous, c'est vrai qu'on l'a dit, hein, on a à cœur de travailler sur notre recrutement, de le professionnaliser, mais aussi, on n'a pas forcément parlé, mais d'améliorer notre marque employeur. En tout cas, de s'y attacher à maintenir ou à améliorer cette marque employeur. Et en fait, le fait de proposer des solutions d'évaluation rigoureuses, ça participe à une bonne expérience candidat et donc à l'amélioration de notre marque employeur, de l'expérience candidat à toutes les étapes du process. Et au-delà de ça, nous, on a vraiment une stratégie qui dépasse le recrutement et qui dépasse même la RH. Le fait de parler anglais, d'être capable de communiquer en anglais, ça fait vraiment partie d'une stratégie de groupe très importante, de presque par évolution, mais en tout cas de grosse transformation de notre entreprise Bouygues Construction. Donc c'est un sujet d'internationalisation qui est sur tous les plans chez nous, qui est dans toutes les bouches, qui est dans toutes les réunions. Donc effectivement, nous, côté recrutement, il faut aussi qu'on s'aligne avec cette nouveauté dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment pour nous maintenant incontournable. Systématiquement, on doit penser au niveau groupe. On ne doit pas recruter que sur le court terme le poste d'entrée de la personne. C'est vraiment d'imaginer son évolution et son évolution par la force des choses, vu comment la tournure que prend le groupe, ce sera forcément à un moment donné de parler anglais. L'anglais devient un incontournable. Comment vous voyez-vous le recrutement un petit peu dans les années à venir, et est-ce que vous reviendrez en arrière, si je peux me permettre, maintenant que vous avez déployé les tests de langue, est-ce que vous voyez en fait un step back par rapport à ça? Moi, je peux prendre la main. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est vrai que peut-être c'est difficile de voir dans le futur, mais j'imagine un monde différent à très long terme où de toute façon l'anglais ce sera la norme comme ça l'est dans certains pays, où peut-être qu'il n'y aura plus cette nécessité, mais je pense qu'on en est vraiment très loin. Donc voilà, peut-être, sait-on jamais, dans 30 ans, on aura tous le niveau qui se rencontre dans certains pays, notamment scandinaves, où c'est même plus une question de savoir est-ce qu'on parle anglais. C'est juste la norme. D'ici là, on a du pain sur la planche, donc d'ici là, on ne pourra pas faire marche en arrière. Et ça va même, je pense, au contraire, s'accélérer de notre côté. Je partage ce point de vue. Et toi, Jordana? Oui, je suis d'accord avec Clotilde, évidemment. Ouais, ça va devenir un incontournable, évidemment. Je dirais que le seul contexte dans lequel un jour on pourrait revenir en arrière, et encore une fois, très 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 longtemps, c'est que le niveau global augmente et qu'on n'ait plus besoin de l'évaluer. Donc, comme dans les pays nordiques dont Clotilde parlait, ou Singapour, ou l'Inde, où l'anglais est quand même la langue prioritaire, peut-être qu'un jour en France, on aura ce niveau scolaire, et ce serait le seul contexte imaginaire et utopique dans lequel on pourrait revenir en arrière. Okay. Je partage ce point de vue également. Moi, pour conclure de mon côté, j'espère qu'on vous a partagé le maximum d'éléments pour enrichir vos réflexions. C'est intéressant ce que vous dites parce que les tests de langue sont de plus en plus déployés dans les entreprises et encore plus marqués dans le monde anglo-saxon, où ils ont des structures encore plus globalisées, plus internationalisées. Et j'ai un peu l'impression qu'on est au début d'une grande aventure, comme l'a été le face-to-face versus online dans la formation depuis maintenant 10 ans. Et il y a eu l'avant et l'après-pandémie. Et maintenant, on se rend compte que le online devient la norme, finalement, parce qu'on déploie aussi des solutions chez Lixense et chez Bouygues en ce qui concerne le learning, donc la possibilité de faire aussi une synergie entre le recrutement et la formation. Et ils ont un véritable impact sur les KPI de recrutement, surtout sur les recrutements volumiques. Ils permettent de recruter beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace, de réduire les erreurs de recrutement qui ont un impact aussi assez important sur le coût, qu'il soit direct et indirect avec les différentes strates qu'on veut y mettre et surtout les différentes données qui sont multiples. De plus en plus transparent. C'est vraiment un critère qui remonte beaucoup de la nouvelle génération, que le candidat ne sont surtout pas brusqués aussi d'être évalué dans un entretien, ce qui parfois peut être assez direct, et recentrer les équipes talent sur la valeur ajoutée, les soft skills qui sont aussi très importants d'évaluer lors des entretiens comme vous le savez.
Il nous reste 5 minutes pour le coup. Donc, si vous le souhaitez, on peut passer un jeu de questions-réponses si vous avez encore du temps. Si par rapport à ça, s'il y a des questions qui arrivent et on n'aura pas le temps d'y répondre, vous pouvez nous envoyer directement sur france@gofluent.com. Vous avez également le QR code et on reviendra vers vous pour y répondre, et on va vous lancer également un dernier sondage par rapport aux différents KPI sur les tests de langue sur lesquels, en tout cas, vous trouvez ça prioritaire de travailler. Tac. Alors, j'attends pour savoir s'il y a une question. Sinon, n'ayant pas de questions pour le coup, j'espère que c'était donc assez complet et que vous avez eu donc le maximum d'informations. Merci encore beaucoup à Parlons RH de nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Merci à toi, Jordana. Merci à Clotilde. Merci à vous d'y avoir participé. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis Happy Friday. Merci à vous. À très bientôt. Mathieu. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.